Alexandre, merci également aux organisateurs de cette réunion recherche très intéressante sur la Covid-19 et sa prévention. Et donc, c'est un sujet qui me tient à cœur, la vaccination. Ça fait une dizaine d'années que je travaille sur, en particulier, la vaccination des études sur la vaccination contre le pneumocoque dans les rhumatismes inflammatoires chroniques au sein de l'IREVAC et en collaboration également avec le réseau CRI Immediate. Alors, les organisateurs m'ont demandé d'aborder les résultats des études sur l'efficacité des vaccins contre la Covid-19 dans le cadre des rhumatismes inflammatoires chroniques. Voilà tout d'abord les liens d'intérêt. Et pour aborder ces résultats de l'efficacité des vaccins dans les RIC, tout d'abord, il faut savoir que l'évaluation de cette efficacité des vaccins, elle se fait sur la réponse humorale et la majorité des études ont d'abord été présentées sous cette forme de titres d'anticorps antiprotéines S neutralisants, donc en unité internationale par ml, donc dosés en ELISA. Et puis vous avez aussi, vous voyez comme unité le BAU en millilitres, qui correspond donc à un test de liaison du ligand. On peut également évaluer l'efficacité vaccinale sous la forme de donc une réponse cellulaire des lymphocytes T, CD4, CD8, spécifiques donc, contre des antigènes du SARS-CoV-2 en utilisant des méthodes d'IGRA ou d'ELISpot, de la même façon que l'on utilise ces méthodes pour mettre en évidence donc, une tuberculose sous-jacente ou active ou préalable. Et puis après, on peut évaluer l'efficacité par les infections elles-mêmes, infections à Covid-19, après vaccination par rapport à des sujets contrôle, soit qui ont reçu le placebo dans les essais cliniques, ou alors lorsqu'on est en population, donc dans des études observationnelles, par rapport à une population générale. Alors, tout d'abord, voici un petit peu l'ensemble des études. Alors, il y en a eu beaucoup depuis le mois de novembre, mais voilà les principales études qui ont été réalisées sur l'efficacité des vaccins contre la Covid-19. Alors, dans les maladies inflammatoires à médiation immune, pour des raisons d'effectifs, souvent les rhumatismes inflammatoires chroniques sont additionnés à des patients qui sont atteints d'autres maladies inflammatoires. Et ce qui est intéressant de noter par rapport à des sujets contrôle qui sont en vert ici, le plus souvent en population générale. Donc vous avez le taux de séroconversion, donc des patients qui sont au-dessus du seuil du titre des anticorps, donc de la positivité de ces tests ELISA, donc 1 à 4 semaines après la deuxième dose de vaccin. Et le plus souvent, les études ont été réalisées avec des vaccins ARN messagers. Donc les sujets contrôle, vous voyez qu'on est autour de 100%, à part dans cette étude Haberman, où ils sont à 96% de séroconversion. Et dans les IMID, vous voyez que ce n'est pas trop mal en termes de séroconversion, puisqu'on est entre 84 et 98%, donc selon les études, de séroconversion chez ces patients atteints de maladies inflammatoires à médiation immune. Maintenant, si on prend les maladies les unes à côté des autres, et là, vous voyez que commencent à apparaître les rhumatismes inflammatoires chroniques, la polyarthrite rhumatoïde, le rhumatisme psoriasique, les spondylarthrites axiales, et puis vous voyez sur la droite les maladies auto-immunes. Je ne vais pas trop en parler puisqu'il y a une communication juste après sur ce sujet. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que vous voyez que dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, finalement, les rhumatismes de type psoriasique ou les spondylarthrites, donc on va dire les spondylarthrites en général, vous voyez que le taux de séroconversion est de 97 à 99%, donc on a un très beau taux de séroconversion dans ces populations, souvent jeunes, et souvent traitées avec plutôt des anticytokiniques plutôt que des traitements qui ciblent les lymphocytes. Je pense au rituximab, puisqu'on a beaucoup parlé du rituximab, mais c'est aussi le cas des traitements comme l'abatacept, qui sont utilisés dans la polyarthrite rhumatoïde. Et vous voyez que pour ce rhumatisme inflammatoire, qui est la polyarthrite rhumatoïde, c'est là où on a parmi ces différents rhumatismes inflammatoires, le taux de séroconversion qui est le plus bas, puisqu'on est à 82% de séroconversion dans cette étude israélienne sur l'efficacité vaccinale, donc avec une plateforme vaccinale ARN messager. En l'occurrence, c'était le vaccin
BioNTech Pfizer. Et donc, c'était la première étude sur le sujet donc, de l'efficacité vaccinale chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, dont les rhumatismes inflammatoires chroniques. Toujours dans cette même étude, vous avez ici, cette fois-ci, le titre des anticorps antiprotéines S. C'est vraiment avec, on parlait tout à l'heure de taux à partir duquel on pouvait envisager, enfin, le seuil à partir duquel on pouvait envisager des traitements, des anticorps monoclonaux, des cocktails donc, à visée prophylactique ou chez ces patients. Et là, vous avez donc le titre des anticorps en fonction des traitements qui sont utilisés. Et on voit bien que tous les traitements n'ont pas le même impact sur cette réponse vaccinale au niveau humoral, avec des anticorps, des titres des anticorps antiprotéines S. Si on regarde la droite de cette figure, vous voyez que tous les traitements qui ciblent le lymphocyte, qu'ils soient B ou le lymphocyte T, vous voyez que vous avez pour les anti-CD20 un titre qui est quasiment proche de 0. Bon, vous avez les écarts-titres de cette moyenne. Et puis, vous pouvez observer également que pour le mycophénate mofétyle, on a également un titre qui est bas par rapport à d'autres traitements. Et également pour l'abatacept en monothérapie ici, vous voyez que le titre d'anticorps de ces antiprotéines S est également bas. Donc, les traitements qui ciblent les lymphocytes B et T, vous voyez que sont associés à une moins bonne réponse vaccinale sur le titre des anticorps antiprotéines S. Si on prend en considération maintenant les anticytokiniques, donc vous voyez les anti-TNF, les anti-L6 et les anti-L17 en monothérapie, c'est là où on voit on peut attribuer l'impact sur la réponse vaccinale de la meilleure façon. Vous voyez que ces titres sont parmi les plus élevés entre les différents traitements. Et dès qu'on associe le méthotrexate, on voit une diminution donc, de ce titre des anticorps, quel que soit l'anticytokinique évalué. Donc, on voit l'impact du méthotrexate sur cette réponse vaccinale avec un titre des anticorps. Ici, vous avez le méthotrexate en monothérapie qui est moindre qu'un anti-TNF-alpha en monothérapie. Pour les corticoïdes, c'est un peu plus compliqué à analyser parce que souvent, dans ce groupe de patients, il y a des traitements qui sont associés, mais on voit que dans ce groupe de patients traités par corticoïdes, vous avez également un titre des anticorps antiprotéines S qui est plutôt vers le bas. Et lorsque on compare donc, dans une analyse multivariée en prenant le groupe de patients qui avaient un psoriasis, et c'est ce groupe qui avait le titre d'anticorps le plus élevé, donc cet impact sur la réponse vaccinale, c'est-à-dire sur le titre des anticorps antiprotéines S, il est observé avec l'abatacept, avec le mycophénate mofétyle, avec les anti-CD20, donc des traitements qui ciblent les lymphocytes, et également avec les corticoïdes. Pour les JAK inhibiteurs, on est un petit peu entre les deux. C'est assez compréhensible puisque vous savez que les JAK inhibiteurs agissent aussi bien sur les cytokines, c'est un anticytokinique, mais il peut agir aussi sur certains lymphocytes, en particulier les lymphocytes T. Maintenant, lorsque l'on s'intéresse au rituximab, puisque c'est celui qui a le plus d'impact sur cette réponse vaccinale et la réponse en particulier humorale, ici vous avez le taux de réponse humorale en fonction de l'intervalle en jours entre la dernière perfusion de rituximab et le vaccin ARN messager. Et vous voyez que plus on s'éloigne ici, vous avez donc le nombre de jours en abscisse, et plus on s'éloigne donc de cette perfusion, et meilleur est le taux de réponse humorale, avec une séroconversion qui est observée seulement dans 1% des cas à 90 jours après la dernière perfusion de rituximab, 18% à 180 jours, et on a un patient sur deux donc, qui a une séroconversion après 1 an suivant cette perfusion de rituximab. Lorsqu'on s'intéresse maintenant à ce traitement qui est le rituximab, on voit qu'il a le plus d'impact sur la réponse vaccinale, donc l'efficacité des vaccins. Ce travail qui a été réalisé sur donc des patients qui avaient été traités par rituximab. Certains, la majorité, avaient une arthrite, les autres des maladies inflammatoires à médiation immune. Et dans ce travail qui a été publié donc, dans Annals Rheumatic Disease en 2021, 39% avaient eu une séroconversion. Et les autres n'avaient pas donc séroconverti après un schéma vaccinal complet qui correspondait donc à 2 doses de vaccin ARN messager. Donc, dans ce travail, ceux qui n'avaient pas eu de réponse humorale après ces 2 vaccins, sur rituximab, étaient randomisés en 2 bras,
L'un recevait donc un troisième vaccin de la même plateforme, c'est-à-dire ARN messager, et puis l'autre bras recevait donc un vaccin à vecteur viral, en l'occurrence l'AstraZeneca. L'intérêt de ce travail, c'est que non seulement ils ont évalué la réponse humorale, mais également la réponse cellulaire. Vous voyez que dans la semaine donc, qui suivait la vaccination, la troisième dose de vaccin, il y avait une évaluation de la réponse cellulaire. Et puis après, à 1 mois, 2 mois et 3 mois après cette vaccination, la réponse humorale, donc le titre des anticorps, était également évalué. Voici les caractéristiques des patients qui ont été randomisés dans ces deux bras en fonction du type de vaccin, avec vous voyez, des caractéristiques qui sont assez proches pour les deux groupes, avec un peu plus de femmes quand même dans le groupe de la plateforme ARN messager. Ce qui est intéressant, c'est ici le délai entre la deuxième dose de vaccin et donc cette troisième dose. On est à 1 à 2 mois après la deuxième dose donc, de vaccin. Et puis, vous avez ici le pourcentage de patients qui avaient des lymphocytes B détectés. Vous voyez, on est autour de 30 à 35% de lymphocytes B circulants détectés dans cette population. Voici les résultats concernant la séroconversion, donc la réponse humorale chez ces patients qui ont reçu une troisième dose de vaccin chez des patients qui ont donc du rituximab. Vous voyez que 57% dans le groupe qui a reçu le vaccin ARN messager avait également un traitement de fond associé au rituximab, contre 37% dans le groupe traité avec le vaccin vecteur viral. Vous voyez que c'était 38% de patients qui avaient des arthrites, ou en majorité une polyarthrite rhumatoïde. Après donc, cette troisième dose, on observe un taux de séroconversion vous voyez, de 27% dans cette population donc, qui reçoit la troisième dose. Pas beaucoup de différence selon la plateforme vaccinale. On voit surtout une différence en fonction de la présence ou non de lymphocytes B circulants au moment de la vaccination, puisque les patients qui ont des lymphocytes B circulants, vous voyez que 67% ont une séroconversion contre 8% pour ceux qui n'ont pas de lymphocytes B circulants. Et c'est également observé ici, cette fois-ci en titre en BAU par ml, en fonction donc, de la présence ici à droite de lymphocytes B circulants par rapport à l'absence de lymphocytes B circulants. Vous voyez que quelle que soit la plateforme vaccinale, ceux qui ont des lymphocytes B circulants ont mieux répondu après la troisième dose de vaccin sur le titre donc, des anticorps en BAU. Maintenant, en réponse cellulaire T spécifique, donc, en utilisant dans ce travail un ELISpot, ici vous avez donc la réponse cellulaire, donc T spécifique avant cette troisième dose, et pour le vecteur viral. Ici, pour le vaccin ARN messager, donc on était à 75% et 63% de réponse cellulaire chez des patients qui n'avaient pas développé d'anticorps, donc antiprotéine S. Et lorsque cette troisième dose est réalisée, vous voyez que là, on monte à 100% de réponse cellulaire avec le vecteur viral, 81% avec la plateforme ARN messager. Et c'est une autre manière de présenter les résultats ici en SFC en fonction des PBMC. Et vous voyez que avant et après vaccination, quelle que soit la plateforme, il y a une augmentation donc, de cette réponse cellulaire T spécifique après la troisième dose. Chez les patients qui n'avaient eu aucune réponse, qu'elle soit humorale et cellulaire, après cette troisième dose, vous voyez que c'est 9 sur 11 patients qui ont eu une réponse humorale et ou cellulaire. Et ça correspond donc à 82% donc de ces patients qui ont enfin développé donc, une réponse humorale et ou cellulaire. Ça montre vraiment l'intérêt de cette troisième dose de vaccin donc, chez les patients qui étaient sous rituximab. Maintenant, qu'en est-il de l'efficacité vaccinale, cette fois-ci en cas incident d'infection Covid-19, en prenant cette énorme cohorte américaine de patients donc, qui ont eu la Covid-19 entre janvier 2018 et octobre 2021. Et dans cette cohorte, 577 335 patients étaient vaccinés contre le SARS-CoV-2. Vous voyez ici les périodes à partir desquelles ils avaient été vaccinés. Vous voyez, avant mars 2021, c'était 36% d'entre eux. Entre mars et mai 2021, 53%. Et après mai 2021, 11% donc, qui avaient été vaccinés. La majorité donc,
avec des vaccins ARN messager. Dans cette cohorte, 59 652 patients avaient une maladie rhumatologique et ils ont été appariés avec 2 sujets vaccinés sans maladie rhumatologique, appariés donc sur l'âge, le sexe, l'ethnie et également à l'échelon du centre lorsque cela a été possible. Et donc, ils ont évalué les infections Covid-19 qui sont survenues 14 jours et au-delà après cette vaccination dans cette population donc, de patients atteints d'IMID par rapport à des patients sans maladie rhumatologique. Et sur cette courbe de Kaplan-Meier, vous voyez ici en fonction du temps, après la vaccination complète, en bleu, ce sont les patients qui ont une maladie inflammatoire et en violet, ceux qui n'en ont pas. Et vous voyez qu'il y a un décalage entre les 2 groupes. Donc, il y a plus d'incidence d'infection à Covid-19 chez les patients atteints d'IMID par rapport à ceux qui n'ont pas d'IMID au fur et à mesure du temps. Vous voyez qu'il y a vraiment une différence entre ces 2 groupes de patients. Alors, qu'en est-il en fonction quel est l'impact de la maladie sur la survenue de ces infections Covid-19? Pour cela, ils ont réalisé une analyse multivariée en fonction, donc, en prenant comme référence les contrôles sans maladie inflammatoire. Et vous voyez ici les rhumatismes inflammatoires, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite, goutte, et je ne parlerai pas des maladies auto-immunes. Mais vous voyez qu'une maladie ressort parmi, sur les rhumatismes inflammatoires, la polyarthrite rhumatoïde, donc un sur-risque d'avoir une infection à Covid-19 malgré la vaccination. Également, les goutteux, même si c'est dans une moindre mesure, on est plutôt à 1,14 donc, de odds ratio, mais ça reste significatif dans la pathologie goutteuse. Donc, et là, vous voyez que par rapport aux spondylarthrites, il n'y a pas un sur-risque dans ce groupe de patients. Donc, les risques d'infection à Covid-19 chez les patients vaccinés sont surtout observés dans la polyarthrite rhumatoïde et dans une moindre mesure chez les patients goutteux. Alors, on sait que dans la polyarthrite rhumatoïde, on utilise des traitements qui ciblent le lymphocyte T, donc il est intéressant d'analyser l'impact des traitements en prenant comme référence ceux qui n'avaient pas de traitement immunosuppresseur. Et vous voyez que lorsque l'on regarde en analyse multivariée ces différents traitements, que ce soit les traitements conventionnels, les biothérapies, les corticoïdes, les traitements de fond ciblés synthétiques, la colchicine, les hyporicémiants et les autres immunosuppresseurs ou l'association d'immunosuppresseurs, vous voyez que les biothérapies, en effet, sortent comme étant associées à un surrisque d'avoir une Covid-19 malgré la vaccination. C'est dommage qu'il n'ait pas pu faire une analyse en sous-groupe en particulier pour distinguer des traitements comme le rituximab ou d'autres traitements qui ciblent le lymphocyte. Mais on voit également que l'association de traitements immunosuppresseurs est associée donc à ce risque d'avoir une infection à Covid-19 malgré la vaccination. Donc, ce travail montre bien qu'il existe une augmentation du risque d'infection à SARS-CoV-2 chez les patients vaccinés avec maladie rhumatologique, en particulier dans la polyarthrite rhumatoïde et dans la goutte, et avec certains traitements, dont les traitements biologiques. Et probablement, c'est le rituximab et d'autres traitements qui ciblent le lymphocyte qui probablement expliquent cette augmentation du risque d'infection à SARS-CoV-2. On attend beaucoup maintenant de certaines études françaises sur le sujet, sur les populations particulières immunodéprimées qui ont été vaccinées et donc le risque, les échecs vaccinaux en particulier. Et donc, c'est cette cohorte nationale, dont certains d'entre vous ont probablement participé, qui est COV-POP-ART, donc, qui a inclus différentes populations particulières, dont les rhumatismes inflammatoires chroniques et également des maladies auto-immunes. Et donc, le suivi de ces patients donc, est prospectif avec des évaluations non seulement de la réponse humorale, mais également de la réponse cellulaire. Et on commence à avoir les résultats à 1 mois après la 2e dose donc, de la vaccination contre la Covid-19. Je ne peux pas vous montrer les résultats parce qu'ils sont confidentiels, mais on voit qu'à cette visite M01, plus de 80% des patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique ont eu une séroconversion après ce schéma vaccinal. On attend également des résultats de cette... Il va falloir conclure, Jacques. C'est ma dernière diapositive. Ouais. Voilà, sur COVID-3,
qui est une étude qui est soutenue par la Société française de rhumatologie. Et là, on compare en fait des patients qui avaient accepté la vaccination par rapport à ceux qui avaient refusé la vaccination. Et le critère de jugement principal, c'est la survenue d'une infection à Covid-19 à 3 mois suivant cette vaccination entre les deux groupes. Voilà, j'en ai terminé. Et puis, merci encore une fois de m'avoir invité à cette réunion recherche.